Bonjour et bienvenue au château de Fontaine-Henri. C'est un château que l'on a souvent qualifié de château de la Loire égaré en Normandie. En réalité, cet aspect Renaissance que l'on évoque est trompeur. C'est un château médiéval, construit en 1200, un ensemble castral composé d'une grande chapelle, elle est de style gothique primitif, un logis qui est ici, on en voit le dessin, et il y avait une grande salle dans mon dos, et cette grande salle a disparu à la fin de la guerre de Cent Ans, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Mais après que l'on ait détruit la grande salle, ici on a érigé un châtelet. C'est ce corps de logis assez important, et qui servait en fait à aller plus haut pour voir plus loin parce que le rivage avait reculé, il fallait monter plus haut, mais à l'origine, ce châtelet n'avait pas ces toitures, c'était des murs qui montaient très haut et je n'en veux pour preuve que le fait que la toute dernière lucarne que l'on voit dans les grands toits correspond à une très belle chambre. Donc ce n'était pas du tout l'architecture que l'on a sous les yeux, ça a été modifié sous le règne de François Ier par Pierre d'Harcourt qui a fait des travaux gigantesques qu'il a confié à un architecte, Blaise le prêtre, architecte bien connu des gens qui s'intéressent à l'alchimie, parce qu'il a construit l'hôtel d'Escoville à Caen, c'est l'actuel office de tourisme, construit par Nicolas Levallois d'Escoville, très connu dans le monde de l'alchimie. Donc, il y a un lien entre un copinage, si vous me permettez l'expression, entre ces personnes, et Pierre d'Harcourt a fait venir Blaise le prêtre qui logeait ici pour ce chantier, et on a découvert par le plus grand des hasards que les sculptures qui ont été placées sur ces façades sont des sculptures alchimiques. Quand j'ai appris cela, je suis allé voir un peu dans toutes les parties du château de la famille d'Harcourt, construite par la famille d'Harcourt, et j'ai découvert des témoignages de l'alchimie sous Charles VIII, sous Louis XII, sous François Ier. C'est très excitant, sauf que je ne connais rien à l'alchimie et je suis obligé, maintenant, d'essayer de trouver des maîtres, en quelque sorte. Alors, je vous propose de rentrer à ma suite et puis on va découvrir un petit peu la succession des propriétaires de la seigneurie et ensuite du château. Alors, Charles VIII, ici on est sous Louis XII, là, décor alchimique. Des décors alchimiques qu'on va retrouver aussi dans la chapelle. On a ce personnage avec des moustaches, des favoris, une barbe, on l'appelle l'homme vert ou nature naturante. Si vous allez sur Google chercher homme vert, vous trouverez des mascarons dans tous les sens. Et chose intéressante, cela ressemble aussi au dieu Bellinus que Astérix et Obélix appelaient Bellénos. Et c'est intéressant parce que je porte un nom écossais, Williamson. Or, il y a une Bellénos Line en Angleterre qui est une ligne virtuelle des légions romaines pour ne pas se perdre entre l'Écosse et l'île de Wight. Ils avaient tracé une ligne virtuelle sur laquelle se trouvent tous les grands monuments symboliques de l'Angleterre et de l'Écosse, y compris la Rosslyn Chapel. Et quand on poursuit cette ligne sur le continent, on arrive où? À Fontaine-Henri. Essayez d'y comprendre quelque chose, moi ça m'amuse. Alors nous arrivons dans le grand vestibule, qui ne fut pas toujours un grand vestibule, mais enfin on ne va pas rentrer dans tous les détails, simplement. Je vais attirer votre attention sur le fait que sur le manteau de la cheminée ont été sculptées et peintes les armoiries de toutes les familles qui ont possédé cette seigneurie, ou cette propriété, depuis 1200 jusqu'à nous autres. C'est mon grand-père qui a fait faire cet habillage de la cheminée, qui était en réalité l'âtre de la grande salle disparue à la fin de la guerre de Cent Ans, mais c'était une cheminée pas très commode, elle faisait 6 mètres sur 3. Bon, on commence avec les Tilly, famille qui s'éteint pendant la guerre de Cent Ans. Succèdent aux Tilly les d'Harcourt, bien connus, c'est la branche de l'actuel duc d'Harcourt, c'est la branche dite de Beuvron. Branche éminemment puissante et qui a le titre de duc alors que la branche aînée a le titre de marquis, c'est amusant. Ensuite, vous avez les Moret, 16e, 17e siècle, des Bretons, Boutier-Château d'Assy, on voit leurs hermines. Les Montéclair, famille de Caen qui existe toujours, ils ne sont peut-être plus à Caen, mais enfin c'est une famille qui existe, qui transmet aux Margueries, qui existent toujours. J'ai eu des Margueries parmi mes visiteurs, maintenant le nom s'écrit avec un Y. Là, on est à l'époque de la Révolution.
La châtelaine ici, qui a les droits seigneuriaux, est une personne qui ne s'est pas mariée. Elle s'appelle Louise-Marie-Henriette de Marguerie de Vassy et elle est protégée par les habitants de Fontaine-Henry qui ne souhaitent pas qu'elle se fasse raccourcir, c'était le terme, et elle doit juste faire marteler les armoiries qui se trouvent dans le château ou sur les façades pour éviter d'afficher son appartenance à la noblesse qui serait un petit peu préjudiciable. Elle n'est pas mariée, elle adopte un neveu qui s'appelle Henri de Carbonel de Canizy, qui est un collectionneur absolument fanatique de peinture. Il a une collection merveilleuse, il a collectionné, j'ai compté 500 gravures. Mais en 1972, nous allons être cambriolés et 22 de ces peintures vont être volées, ainsi que 2 porcelaines. Et je vais même un jour recevoir la visite du fils de la cambrioleuse en chef qui va venir en quelque sorte se confesser parce qu'il en avait par-dessus la tête d'une famille qui ne faisait que des exactions, qui ne faisait que de commettre des actes de violence. Et il a dit un jour, lors d'une succession qui se passait violemment dans sa famille, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais balancer tout ce que je sais à la police et aux victimes. Alors je n'ai pas pour autant retrouvé les objets volés en 72, mais je suis quand même content d'avoir eu cette espèce de confession, d'autant qu'en 72, ma grand-mère était toujours de ce monde, ça lui a fait un tel choc qu'on m'a dit qu'elle n'était plus tout à fait la même personne, je n'étais pas sur place, et elle a trébuché un soir en rentrant dans sa chambre et elle ne s'est jamais relevée. Et donc, ce cambriolage va bien au-delà de la perte d'objets matériels. Ma grand-mère était donc née Hermine de Cornulier, fille de Jean et petite fille de Gontran de Cornulier. Ça vous dit quelque chose, Cornulier, si vous connaissez un petit peu les courses hippiques? Eh bien oui. Jean de Cornulier, mon grand-père, Gontran, mon bisaïeul, ont été présidents de la Société d'encouragement du cheval de demi-sang, qui présidait aux destinées de toute la filière trot. Les courses de trot ont été créées par Gontran de Cornulier, le marquis de Croix et quelques autres personnages qui étaient des amateurs de chasse à course, c'était des veneurs. Et ils ont constaté que la guerre de 1870, notre première guerre contre l'Allemagne, appauvrissait les campagnes françaises et il fallait coûte que coûte trouver des compléments de revenus pour les paysans. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas agrandir leurs champs. Alors quoi? Leur faire élever des chevaux de course. Oui, mais pas des pur sang, c'est beaucoup trop fragile un pur sang. Des trotteurs. Or, on était chasseurs à court, on était veneurs à la chasse à court. Qu'est-ce qu'on fait? On va au grand trot très vite et très longtemps. Donc, on a des chevaux qui ont de la vitesse et du fond. Ni une ni deux, on va sélectionner des juments qui ont une très belle allure de trot, on va les mettre à la reproduction et la ferme Bâtard, à l'autre bout du village de Fontaine-Henry, devient un des hauts lieux de production de poulains de course de trot. Et on crée des hippodromes pour faire connaître ces élevages localement et faire une espèce de cursus honorum pour ces élevages en faisant participer les poulains à des petites courses, puis quand ils en gagnent une, on va dans un hippodrome un peu plus grand, donc vous avez Cabourg, Lisieux, Caen, Charolles, Vincennes. Et c'est à Vincennes que se trouve le dernier dimanche de janvier le championnat du monde de trot monté, qui est le prix de Cornulier en mémoire de ces personnages. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine de cette passion à répercussion sociale constructive, c'est la vénerie. Donc on n'est pas dans les idées reçues où vous avez un veneur qui toise du haut de son mépris, le bas peuple, etc. Pas du tout. On fait cause commune avec la paysannerie, on est issu de la paysannerie. Et ça, c'est quelque chose de très satisfaisant, je veux dire. Et le gendre de Jean de Cornulier, c'est Pierre d'Oliançon, mon grand-père, qui est arrivé ici en 1898 par son mariage. Et Pierre d'Oliançon, c'est un des noms du syndicalisme paysan, un des noms des fondateurs. Vous retrouvez son nom à la Maison du Paysan à Paris, vous le retrouvez dans les monographies relatives au mutualisme paysan. Il se trouve que mon grand-père ne pouvait pas se déplacer, il était unijambiste. Il avait un salarié qui s'appelait Jacques Leroy-Ladurie. Et Jacques Leroy-Ladurie avait une mission qui était d'aller de chef-lieu de département en chef-lieu de canton pour expliquer aux agriculteurs qu'il ne fallait pas qu'ils restent tout seuls à défendre leurs intérêts isolément, qu'il fallait qu'ils se regroupassent. Eh bien, tout le mutualisme paysan est né de cela, et Jacques Leroy-Ladurie a extrêmement bien fait son travail. Au moment
où a éclaté la guerre de 39-45, il est venu faire ses adieux à mon grand-père pour lui dire « J'ai appris que le général de Gaulle continuait la guerre à partir de l'Angleterre, je vais le rejoindre ». Mon grand-père lui dit « Surtout ne faites pas ça, n'abandonnez pas le milieu rural, parce que les Allemands réquisitionnent toutes les récoltes, envoient tout en Allemagne, n'abandonnez pas vos syndiqués, au contraire, aidez-les à se ressouder, à garder des liens, et il faut sauver la population de Paris, parce que sans récolte, pas de ravitaillement de Paris possible. » Et Jacques Leroy-Ladurie s'est imposé au maréchal Pétain comme ministre de l'Agriculture et du ravitaillement, et il a organisé, comme il a pu, un ravitaillement de fortune. Bien sûr, c'était au nez et à la barbe de l'occupant, mais il a fait le job, comme on dit, et puis il a démissionné après. Alors cette participation à l'histoire sociale, je dois dire, j'en suis fier et je veux rendre justice à ces intuitions remarquables des générations précédentes, en dehors des clichés. Alors maintenant, si vous voulez bien me suivre, on va aller au salon. On a une architecture gothique ici, Charles VIII, qui me permet quelquefois d'accueillir des jeunes tailleurs de pierre, garçons ou filles, qui viennent faire des croquis cotés pour leurs examens, etc. Et je suis très fier de pouvoir contribuer par cela à l'éclosion de certaines vocations de tailleurs de pierre et de gens qui sont dans les beaux métiers, ébénistes, doreurs à la feuille, restaurateurs de tableaux, etc., etc. Je crois que dans nos châteaux, il faut toujours évoquer ceux qui ont fabriqué les objets que nous avons sous les yeux. C'est très bien de connaître les styles, de connaître les batailles, de connaître les grands personnages, mais à la base de tout cela, il y a des hommes de métier et quelquefois aussi des femmes de métier. Il faut relire La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin pour se rendre compte de la participation féminine à l'art de vivre et à la fabrication des beaux objets. Alors ici, nous sommes dans le premier salon. C'est le salon familial, le seul qui soit chauffable, je dois le dire. Et nous sommes accueillis par un tableau qui n'a pas toujours été là. C'est un tableau qui vient de Bruxelles, de chez mon grand-père, et il a tout un cursus. C'est en réalité une copie d'un tableau de Corrège qui s'intitule « L'éducation de l'amour » et qui est à la National Gallery of Art de Londres. Cette copie a été faite à Rome par un certain Pierre-Paul Rubens, excusez du peu. Et ça se trouvait en Belgique, chez mon grand-père, après avoir été au château de la Muette à Paris. Ça avait été acheté par les d'Orléans avec le château de la Muette, mais les précédents propriétaires n'étaient pas des moindres, car ce tableau avait été en réalité commandé pour le roi de Bohême et il avait été présent au château royal de Prague, puis acheté par la reine Christine de Suède, qui avait abdiqué et pour finir ses jours à Rome. Et elle avait emporté peu de choses, mais ce tableau faisait partie du déménagement. Et c'est après cela que, dans des circonstances que je n'ai pas élucidées, les d'Orléans l'ont acheté. Donc il y a tout un cursus. Et le château de la Muette, où il se trouvait finalement au moment de la guerre de 14, appartenait à la famille Erard, du facteur de piano Sébastien Erard, avec lequel je suis apparenté. Et parce qu'il y a eu une bombe incendiaire allemande au moment de la guerre de 14 sur le château de la Muette, qui a tout embrasé, on a sorti tout ce que l'on a pu, y compris ce tableau qui est parti dans la partie belge de la famille, et c'est comme ça qu'il est arrivé en Normandie. Vous voyez le circuit? C'est très simple, non? Là, il y a posé par terre, en attendant d'être raccroché, un portrait de mon grand-père, Pierre d'Oliançon, que j'évoquais tout à l'heure, comme père du mutualisme, l'un des pères du mutualisme paysan. L'aîné de mes oncles, qui a été maire de Fontaine-Henry pendant la guerre de 39-45, tandis que mon père était prisonnier en Silésie, dans un endroit qu'on appelle la Petite Sibérie, où il est resté, 5 ans. À se morfondre et à attendre que ça se passe avec une sous-alimentation assez préjudiciable. Là, nous arrivons dans le grand salon, accueillis par le roi Soleil, Louis XIV, âgé de 9 ans. Ce tableau de Pierre Mignard est une allégorie qui vise à montrer le fait que, même enfant, le roi est chef de guerre. Il est habillé de manière à représenter le dieu Mars. Vous voyez, il a toutes les armes, tous les symboles, les attributs du dieu Mars, et son bouclier est même cabossé, ce qui veut dire que ce bouclier a connu les combats. Mais on me fait remarquer qu'il y a une disproportion entre le buste et les jambes du jeune garçon,
Et c'est volontaire, parce qu'en réalité, l'erreur ici, c'est d'avoir présenté ce tableau à la verticale, alors qu'il est fait pour être incliné, ce qui corrige la perspective et rétablit les proportions du corps. Alors, voilà, donc c'est une œuvre de Pierre Mignard. Nous avons un certain nombre de tableaux qui sont très remarquables, en particulier celui-ci, qui est le portrait, je précise le portrait de face, de Maria Serre, la mère du peintre Hyacinthe Rigaud, tandis que le Louvre possède les deux profils sur une même toile, et voici les deux profils sur la page de droite. Et ceci avait permis au sculpteur de Versailles, Coisevaux, de faire le buste en marbre qui se trouve à votre gauche. Et on connaît encore une autre œuvre liée à ceci, qui est une copie réalisée par Géricault, Théodore Géricault, peintre normand, le peintre du radeau de la Méduse, et cette copie se trouve au musée des Beaux-Arts de Dijon. Mais il se trouve que très récemment, j'ai eu l'occasion d'acheter une autre copie de ce tableau et que je vais mettre en place dans une galerie que je dois refaire pour des raisons de sécurité, parce que cette galerie présente un risque important d'incendie dans la mesure où l'électricité est ancienne et où il y a une tenture qu'il faut absolument changer pour ne pas risquer d'embraser le château à partir de là. Et donc je vais en faire la galerie de Canisy en mémoire d'Henri de Canisy, ce collectionneur que j'évoquais tout à l'heure, grâce auquel nous avons toutes ces œuvres d'art. Alors cette copie que je viens d'acheter est absolument charmante. Elle a été faite en 1820 environ. Elle est dans un cadre 19e siècle d'origine. Et je vais raconter cette histoire en me posant les questions. Qui a fait cette copie? Elle n'est pas signée. Est-ce qu'elle a été faite ici ou ailleurs? Mais alors, où se trouvait à ce moment-là l'original? Est-ce que c'était un ami de Géricault? Il avait un ami qui s'appelait Charlet. Peut-être est-elle de Charlet. On va voir cela. Là, nous avons, je dirais, un bout de laine et on tire pour voir s'il n'y a pas toute une pelote. Et au milieu de la pelote, il peut y avoir des points d'interrogation. C'est une intrigue policière, en quelque sorte, et ça rend la vie de château, je dois dire, très amusante. Et on est toujours heureux de partager ces petites choses-là. Voilà. Alors maintenant, suivez-moi, on va continuer la visite. J'évoquais Jean de Cornulier. Je ne sais pas si le tableau est suffisamment éclairé pour le voir. Jean de Cornulier, mon arrière-grand-père, ici il est en tenue de vénerie. Le tableau a besoin d'être un peu restauré. On pourrait voir la silhouette du château de Fontaine-Henry juste à côté de l'embouchure de sa trompe. Mais c'est un portrait d'un peintre qui s'appelle Hornecker. Ceci lui a été offert à l'occasion de la prise de son 1000e serre. Mais il faut se souvenir que la chasse à courre est directement liée à une relation intime au milieu rural, à la nature et à l'histoire sociale. Et c'est cela l'important. Alors ici, nous avons un tableau qui est un infirme des guerres napoléoniennes. J'attends de voir qui est l'auteur. Est-ce que c'est Charlet? Est-ce que c'est Géricault? C'est l'entourage de Géricault, en tout cas. Le collectionneur de tableaux, le voici, c'est Henri de Carbonel de Canisy, avec des petits tableaux de sa main. Il peignait en amateur. Il n'était pas mauvais en peinture. Bon, il avait des problèmes un peu avec la perspective. Et là, on retrouve la copie dont j'ai fait l'acquisition en vente aux enchères sur Internet. Et là, on a une gravure faite par Drevet, commandée par Hyacinthe Rigaud lui-même, parce qu'il faisait représenter les tableaux des membres de sa famille avec une mise en place flatteuse, de manière à faire sa publicité auprès des gens de la cour. Ceci est un flyer. Alors, maintenant, voilà des tableaux parmi ceux qui nous ont été volés. Il y a un Rubens dont j'avais la gravure, c'est La Chute des Anges, un autoportrait de Ducreux, une petite demoiselle par Greuze. Je trouve ce portrait extrêmement émouvant et je ne crains pas de dire que c'était mon premier béguin. Ici, vous avez un tableau de l'entourage de Murillo, de l'entourage de Chardin, etc. etc. Tout cela a été volé et évidemment, c'est unique objet de mon ressentiment.
Ici, quelques souvenirs de la Révolution, avec la photo de la marquise de Cornulier, née Mademoiselle de Saint-Pern, qui est pratiquement montée sur l'échafaud. Elle était dans la charrette et elle a dit aux gardes qu'elle attendait un enfant. Les gardes l'ont, pardonnez-moi l'expression, l'ont virée à coups de pied en lui disant « Tu travailles pour la patrie, ta place n'est pas ici ». Et c'est à coups de pied qu'on l'a fait descendre de la charrette. Son mari a été décapité, sa sœur, son beau-frère, tout le monde a été décapité. Elle a eu la vie sauve parce qu'elle attendait un enfant. Et cet enfant, c'est Toussaint de Cornulier, qui est l'un des gentilshommes qui ont fait des investissements productifs en achetant la succession du duché d'Albret, dont ils avaient entendu parler dans le département des Landes par un garçon assez prometteur qui s'appelait Haussmann et qui était un jeune sous-préfet dans le coin. Ils ont acheté tout ce département, tout ce qui est aujourd'hui la forêt de pins des Landes, et c'est eux qui ont planté cette forêt de pins dans ce département qui n'était qu'un infâme marécage avec des serpents et des moustiques. Et ils ont fait la fortune de ce département, au point qu'un jour, Toussaint de Cornulier, voulant aller de Paris à Mont-de-Marsan pour aller signer quelques papiers chez un notaire, il prévoyait de rester 4 jours, il est resté 26 ans, parce qu'on lui a dit « Ah, mais il y a telle famille, ils n'arrivent plus à travailler, ils sont âgés, il n'y avait pas de caisse de retraite ». Il a organisé la retraite de ces gens, il a créé des bains publics, etc. À tel point que la population de Mont-de-Marsan l'appelait « l'ami des pauvres ». Et l'ami des pauvres a son portrait ici, et il est arrivé que la ville de Mont-de-Marsan nous emprunte son portrait pour aider à écrire l'histoire sociale de leur cité. Donc tout ça, c'est très intéressant parce que on est dans le grain des choses, on est dans la réalité de la vie et des relations avec les populations. C'est autre chose que l'histoire, je dirais, complaisamment racontée, soit en pour, soit en contre. On est dans des réalités sociales vécues. Alors la salle à manger, unique comme j'ai de mon ressentiment, là aussi, donc c'est plus très unique. La salle à manger qui est trop petite, on ne tient pas à plus de 18. Ça me rendrait service si je pouvais faire des grands dîners de mariage, et ça n'est pas possible. Bon, on vit comme cela, ça évite d'avoir la folie des grandeurs. Et puis nous allons maintenant emprunter un escalier qui a sa place dans l'histoire. C'est le plus ancien escalier à rampe droite à avoir été construit, le premier à avoir été construit après le démantèlement des châteaux forts. Et donc c'est l'architecte Blaise Leprêtre, que j'évoquais tout à l'heure, qui a mis en place cet escalier à l'intérieur de ce châtelet qui n'a plus du tout fonction de châtelet aujourd'hui. Et alors là, nous allons en gravir quelques marches pour découvrir à notre gauche la chambre d'honneur. Alors vous voyez, il y a une marche. Dans ce château, il n'y a pas un seul véritable étage. Il y a 52 niveaux différents. Et ceci, j'ai été obligé de l'établir en réponse au fisc qui prétendait qu'on sous-évaluait les choses au motif qu'on pourrait transformer ce château en hôtel de luxe. 52 niveaux avec des risques de se casser la figure, impossibilité d'avoir des tables roulantes ou des aspirateurs traîneaux, non, il n'y a pas d'hôtel de luxe qui tienne. Alors, bon, ça m'a permis, il a quand même fallu que j'écrive au ministre de l'économie et des finances, qui m'a donné raison. Enfin, j'ai fait signer la lettre par mon père qui était très âgé, qui était aveugle, mais il a quand même signé là où je lui demandais de signer après avoir pris connaissance du contenu. Le ministre m'a donné raison. Je peux bien citer son nom, Dominique Strauss-Kahn. Ici, nous avons une cheminée de 36 mètres environ de conduit, puisqu'il y a environ 16 mètres, 32 mètres, environ 16 mètres derrière les façades et encore 16 mètres dans les charpentes. Il y a les armoiries Harcourt et Lenoncourt, puisque Pierre d'Harcourt, en 1544, a épousé Marie de Lenoncourt, et il y a la devise bien connue des d'Harcourt, Gesta verbis praevenient, les actes prévalent sur les paroles. Donc c'est cette chambre que nous appelons la chambre d'honneur, avec ici un carreau de dentelière pour évoquer cette activité très répandue dans notre campagne des dames des villages qui faisaient de la dentelle pour faire de l'argent sonnant et trébuchant. Et il y avait des négociants en dentelle, notamment à Courseulles-sur-Mer. Il y avait encore
une façade d'une maison de négoce de dentelle il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on ne voit plus cette façade, mais c'est de la dentelle typiquement locale, de la dentelle de Cancourseul, qui est distincte de celle de Bayeux, qui est distincte de celle du Puy ou de celle d'Alençon. Donc c'est de la dentelle locale, c'est encore l'histoire locale qui est présente ici. Alors bon, vous avez un mobilier classique de type, là c'est une copie, ce lit, c'est une copie de lit à baldaquin. Mais en revanche, là, on a quelque chose qui est intéressant, qui est une tapisserie de Bruxelles représentant Diane, déesse de la chasse, en train de chasser un cerf. Ce cerf était le petit berger Actéon, qui a fanfaronné devant elle en prétendant lui enseigner l'art de la chasse, mais auparavant, il avait épié ces dames qui étaient dans la rivière en train de se baigner, donc elle l'a transformé en cerf pour que ses propres chiens ne le reconnaissent pas et le dévorent, et là, charitablement, elles viennent l'achever de quelques flèches. Je ne sais pas pourquoi, à ces époques-là, on aimait les petites histoires saignantes pour endormir les enfants le soir, de même que celle qu'on va retrouver sur le palier et pour laquelle le guide vert Michelin nous attribue une étoile. On a 2 étoiles pour le château, mais le guide vert attribue une étoile à ce petit groupe sculpté, Judith et Holoferne. Alors, je vous reporte à ce livre de la Bible, Judith et Holoferne, mais ici, ce qui est assez savoureux, c'est l'explication. On voit ici le portrait de Judith la vertueuse, comme par un hautain fait coupa la tête fumeuse d'Holoferne, qui l'heureuse Jérusalem eut défait. La tête fumeuse, c'est la tête encore fumante. Elle vient de le décapiter, le sang gicle, ruisselle, et il fume dans la nuit de cette fête organisée par Holoferne qui comptait séduire la belle et courageuse Judith. Et vous avez une conclusion qui évoque un sketch de Fernand Reynaud. L'heureuse Jérusalem eut défait. Ben non, il n'a pas réussi à défaire Jérusalem. La petite ville de Béthulie aura eu raison des prétentions de Nabuchodonosor de prendre le contrôle de l'ensemble du Proche-Orient sous sa seule autorité. Non, c'est une très belle histoire, mais pourquoi aimait-on tellement ces histoires saignantes? Judith et Holoferne, vous la retrouvez partout, vous les retrouvez partout. J'ai une gravure ici sur le même sujet, à l'hôtel d'Escoville que j'évoquais tout à l'heure. Blaise le prêtre a mis, c'est lui qui a fait mettre cette sculpture, et peut-être qu'il l'a sculptée. À l'hôtel d'Escoville, vous avez une sculpture en pied de Judith tenant la tête d'Holoferne à la hauteur de sa hanche, et vous avez une autre sculpture, une statue représentant David et Goliath, avec la grosse tête de Goliath qui fait penser un peu à Beethoven, au pied de David. Et je me suis laissé dire, mais sous toute réserve, qu'en termes d'alchimie, la décapitation est promesse de renaissance. Bon. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet parce que je risquerais de m'aventurer un petit peu trop loin. Mais j'ai tout à apprendre, et ça, c'est ce qui m'amuse dans ce métier de châtelain conservateur. Je tiens à reprendre ce terme, parce qu'il y avait eu un ministre des Affaires culturelles, Jean-Philippe Lecat, qui avait beaucoup étudié, paraît-il, le projet de créer un statut de châtelain conservateur, conscient qu'il était que l'État ne pouvait pas reprendre tous les monuments historiques à sa charge. Un propriétaire est beaucoup mieux placé et beaucoup plus dévoué qu'un salarié pour entretenir et animer un château, et le statut de châtelain conservateur serait un projet à reprendre. Alors nous voici sur la tour nord-est du château, un endroit réservé à quelques initiés, quelques happy few. Alors c'est un endroit d'où on a une vue assez intéressante sur le paysage alentour et qui pour moi évoque des souvenirs liés à la guerre de 39-45, que je n'ai pas connue, mais ces toits ont été perforés par des obus
d'un coup de semonce tiré par des Canadiens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mitrailleuse cachée sur cette terrasse, alors qu'ils avaient aperçu un de mes cousins germains qui, ayant enfreint toutes les interdictions, avait montré le bout de son nez par-dessus le parapet, tellement il était excité par la profusion de blindés totalement inédits qui déferlaient des plages du secteur Juno Beach, c'est-à-dire Courseulles et Bernières-sur-Mer. Mais là, nous sommes au pied des toits dont les charpentes sont les plus hautes de France, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la portée des charpentes, il y a 16 mètres de hauteur et vous allez voir de l'intérieur si ce n'est pas impressionnant. Alors je vous invite à me suivre, c'est un petit peu contourné, mais ces charpentes ne sont pas un grenier, ne sont pas uniquement une toiture. On voit qu'à l'origine, ceci était fait pour être habité. Vous avez des traces de plafonnage, vous avez une structure en berceau avec des pointes qui montrent qu'il y avait du petit bois et que c'était recouvert de plâtre, un plafonnage, et vous avez une cheminée. Alors, chose extraordinaire dans ce château, dans toutes les pièces qui aujourd'hui ont une apparence de grenier, il y avait des cheminées. Celle-ci a été maintenue en place, elle n'est plus en très bon état, elle n'est plus fonctionnelle, mais dans les autres greniers, il y avait des cheminées que mon père a fait démonter pour les utiliser, des cheminées du XIVe siècle, d'après moi, et que l'on utilise dans d'autres bâtiments, et qui sont, je dois dire, très élégantes. Mais là, on a peine à imaginer la manière dont on accédait à cette chambre, parce qu'il faut bien l'appeler comme cela, étant donné qu'aujourd'hui, on a un petit escalier en colimaçon et qui est interrompu. Voilà, bon. Donc, ce côté inachevé, ou du moins que l'on a interrompu, ça fait aussi partie de cet ensemble de recherches qui pimentent mon existence de tous les jours, parce que, où que j'aille, j'ai des questions sans réponse, ou dont j'ai un élément de réponse, mais je n'ai pas la totalité. Je dois dire, je ne pense pas être à plaindre. Alors en fait, il faut que je vous montre quelque chose d'important, c'est l'installation du château des origines. Regardez ici, vous avez un gros contrefort. Ici, des arcs-boutants dont je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là. C'est encore une énigme à résoudre. Et nous allons arriver au cœur du dispositif de l'ensemble castral des années 1200. Nous arrivons par des petites pièces jusqu'à la salle des gardes. Pourquoi la salle des gardes? Eh bien, vous allez comprendre. C'est une pièce qui a été raccourcie par un mur plus tardif. Mais, voyez cette pièce, nous sommes en 1200 et d'ici part toute l'activité de ce château. Pourquoi? Vous avez 5 escaliers qui démarrent de cette pièce. Un escalier qui descend au garde-manger, un autre qui monte à une tour de guet, un troisième qui permet de sortir pour aller à la grande salle, un quatrième qui permet de monter à la cour d'honneur et un cinquième qui monte où? Eh bien, dans les appartements privés, mais vraisemblablement maintenant, depuis la Renaissance, à la Tanore. Ce petit escalier débouche sur le lieu où se faisaient les expériences alchimiques. Alors ça, je le sais depuis très peu de temps. Et puis, venez voir, il y a encore ici un passage muré. C'est un souterrain. Alors il est bien muré, mais on sait que c'est un souterrain sur lequel on a raconté beaucoup de bêtises. En réalité, ce souterrain permettait de passer sous les remparts et d'aller dans une maison amie, dans la cave à cidre. Éventuellement, c'est une femme ou un personnage déguisé en femme qui allait chercher ses brocs de cidre, mais en réalité, allait chercher du secours si on était encerclé. Et puis, autre détail, vous avez des voûtes, alors on est dans les débuts de l'art gothique, hein. Ce sont des croisées d'ogives, mais encore terriblement sommaires. Ce n'est pas très décoré, ça n'est même, pour ainsi dire, pas du tout. Si, un petit peu là. Mais vous avez des clés de voûte percées de trous cylindriques, d'où l'on voit apparaître des bouts de quelque chose. Ces bouts de quelque chose, c'était des attaches correspondant à des poulies qui permettaient de hisser, grâce à des cordes que l'on retenait
à des anneaux comme celui-ci, vous en avez un peu partout, de manière à avoir donc des plateaux qui protégeaient de l'humidité et des rats toutes les marchandises que l'on voulait mettre en sécurité pour s'approvisionner et ensuite partir à son travail. Pas de cheminée murale dans cette pièce, car ces cheminées murales que nous connaissons tous n'ont été implantées qu'à la fin du XIIIe siècle. Ici, on en est au tout début du XIIIe siècle, voire à la fin du XIIe. En revanche, on utilisait des braseros avec du charbon de bois, et notamment à l'endroit où nous sommes, on voit une sorte de soupirail, et c'était vraisemblablement l'endroit où on pouvait faire du feu avec une évacuation naturelle de la fumée par le soupirail. Donc, c'était vraiment le nœud de communication de l'ensemble du domaine. Alors là, on n'est pas très éclairé, mais on a des alcôves, enfin des transepts, et là, au cerf blanc, 1774. Donc, ce fut la cave à vin. C'était le garde-manger médiéval, mais on a de l'Auxerre blanc. Donc, c'est quand même pas mal. 1774. Et je crois que j'ai du Bordeaux 1819, enfin du moins la trace au charbon. Bordeaux 1819, mais je ne sais pas de quel cru. J'avais vu aussi d'autres appellations de Bourgogne fort sympathiques, dans des millésimes pluriséculaires. Là, il y avait du champagne. À Meursault, 1832. Et un 1833, mais je n'arrive pas à bien lire ce que c'est. J'ai peur de dire des bêtises. Alors, c'est un ancien garde-manger, vraisemblablement creusé au XIVe siècle, entre le château et la chapelle. Alors ça, évidemment, il est impossible, sans électricité, avec des marches qui sont quand même à nettoyer sérieusement parce qu'il y a une terre battue, ondulée, on ne peut pas y amener de public. Donc c'est vraiment une exclusivité que je vous offre.